Catherine Pécard, donc elle est la Chawashi. Catherine Pécard est psychiatre, addictologue à Ophélia Charod. Leila Chawashi est pharmacienne. Et pharmacienne, elles vont se présenter rapidement. C'est la clôture de cette matinée. Euh, Ça va être riche, vous allez le voir, ça va être un parfait complément de tout ce qui a été dit. Merci encore de votre souplesse pour avoir accepté de décaler l'intervention. On ne va pas la raccourcir, donc on va déborder un petit peu du programme, mais vous vous en doutiez que ça allait être le cas. On rentre tout de suite dans le vif du sujet. Je vais vous laisser dialoguer entre vous, mais vous posez les questions. On parle de mes usages médicamenteux depuis le début de la matinée. Comment ce phénomène est apparu et auprès de quel public aussi on le constate. Oui, bonjour. Donc, moi, je suis le docteur Chawashi. Je suis pharmacien au centre d'addictovigilance de Paris et experte auprès de la l'ANSM, c'est l'Agence nationale de la sécurité du médicament et des produits de santé, sur la soumission chimique. Donc, c'est à ce titre que j'interviens aujourd'hui. Pour le détournement des médicaments, c'est vieux comme le monde, je pense que c'est important de le dire tout de suite. Le médicament est thérapeutique, mais le médicament est également un poison. D'ailleurs, on appelle le pharmacien le gardien du poison. Et dans les résumés des caractéristiques du produit, la notice, on va dire ça comme ça, de toute façon, la pharmacodépendance, elle est identifiée et on sait qu'un médicament potentiellement peut rendre addict si le potentiel d'abus et de dépendance est avéré. Donc ça a toujours existé. Moi, quand j'étais à la fac en pharmacie, on avait montré un superbe circuit du médicament, de la zone de fabrication qui est très sécurisée évidemment. C'est le médicament, c'est le produit le plus réglementé. Pas besoin de mille feuilles réglementaires supplémentaires, c'est très réglementé. C'est difficile de faire le procès de la réglementation. En revanche, le circuit qui est présenté comme extrêmement sécurisé de la zone de fabrication au transport, au stockage, au transport, à la distribution, à la délivrance, etc., il a des failles à tous les niveaux. Et donc, des médicaments, effectivement, peuvent se retrouver dans le trafic, mais le médicament, en réalité, il est sorti de nos usines pharmaceutiques lorsqu'il est détourné du circuit, mais il est aussi à portée de rue, à portée de clic maintenant. Le médicament reste parfaitement accessible. C'est plutôt une bonne nouvelle que le médicament soit accessible. Il a été pensé pour soigner des gens. Donc, j'insiste là-dessus pour ne pas diaboliser le médicament, ce n'est pas le but. Mais par contre, il peut être effectivement détourné. Et dans ce cas-là, c'est problématique. Ce qui est notable en revanche, et ce qui est nouveau, et je vais passer la parole à Catherine, c'est qu'on a de plus en plus de moyens de détecter en fait finalement ces comportements frauduleux. Et il y a les fameuses ordonnances frauduleuses, les falsifications d'ordonnances. Il y en a un dispositif de surveillance qui s'appelle OSIAP, ce sont les ordonnances suspectes indicateurs d'abus possibles, où avec notre réseau de pharmaciens sentinelles, on récupère les ordonnances frauduleuses qui permettent d'imaginer qu'on renfloue le trafic ou qu'on a un problème avec ce produit auquel on accroche et dont on n'arrive pas à se procurer. Et il y a eu un tournant, c'est en 2015, on a généralisé le dossier pharmaceutique. Et là, c'est absolument incroyable, puisque tous ceux qui donnaient une carte vitale, on avait moyen de, au-delà des ordonnances que le pharmacien sait identifier comme étant frauduleuses, là, on avait carrément la possibilité de se rendre compte de ceux qui faisaient le tour des médecins ou le tour des pharmaciens pour récupérer des médicaments. Et donc, le logiciel sonne de partout en disant, attention, cette ordonnance est peut-être vraie, en revanche, elle a été délivrée déjà il y a une semaine, déjà il y a 3 jours, etc., etc. Donc, Pour poursuivre, oui, le détournement de médicaments chez les personnes abusant de substances psychoactives, il est vieux comme le monde. Dans les services de soins, qu'ils soient médico-sociaux ou sanitaires, en addictologie, on voit des gens abusant de médicaments. Je pense que le phénomène un peu nouveau, c'est d'avoir vu apparaître des nouveaux médicaments. Enfin, je pense au Lyrica. Le Rivotril est un très ancien médicament qui a été hyper réglementé. Et moi, je n'ai plus le droit de le prescrire, mais vous en trouvez partout sur les marchés de rue à Barbès ou à Aubervilliers. Euh, donc, de voir apparaître une population liée à un certain détournement de médicaments caricaturaux. Des jeunes, donc migrants, jeunes ou moins jeunes, qui mangent par plaquettes entières Lyrica et Rivotril. La sensibilisation de notre côté à Charonne, ça a été les Marocains de la Goutte d'Or en 2016 et tout le travail qui s'est mobilisé
autour de ce public nouveau pour lequel il fallait réagir, inventer des modes d'approche. Et pour ce qui nous concerne, XAPA ou service addicto, se dire qu'est-ce qui est possible, comment on peut améliorer ou adapter nos accueils à ces publics qui sont a priori pas demandeurs de grand-chose et qui sont plutôt amenés par leur entourage. Et là, c'est plus papa, maman ou monsieur le proviseur, c'est les équipes sociales qui les ont en charge et comment on apprend à travailler avec toutes ces équipes. Emmanuel en a dit deux mots ce matin. On s'accorde assez sur nos options de travail. Merci beaucoup. Donc un phénomène ancien, mais qui se transforme, si on peut le dire comme ça, avec des... Là-dessus, si je peux rebondir très rapidement, Bien parce sûr. que c'est à dit le mot magique qui se transforme. On fait de la vigilance prospective, proactive, annuelle et permanente. Donc, c'est pas pour rien, ça bouge tout le temps. Et quand on dispense nos cours, quand on rencontre les professionnels en formation initiale, en formation continue, on leur présente toujours ce que nous, on appelle dans notre jargon la diapo des primes. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il faut bien comprendre que la réglementation, elle est là pour sécuriser au maximum ce qu'elle peut sécuriser, sachant qu'elle a surtout un impact sur la population générale, très peu sur les populations qu'on est en train de décrire, qui trouvent de toute façon tous les moyens nécessaires et suffisants pour continuer l'approvisionnement. Mais ce qui est intéressant de savoir, c'est que quand on réglemente, on redistribue les cartes. Donc on n'a rien résolu. Par contre, on va continuer à observer des phénomènes, des tendances à l'évolution. Typiquement, j'en cite quelques-uns pour juste vous donner des illustrations concrètes de ce que je vous dis. On va en 2015 diaboliser les benzodiazépines. C'est une catastrophe, ça rend addict. On fait un rapport à la NSM en 2013, etc., en disant que c'est une catastrophe. On change les habitudes de prescription. Les médecins, du coup, ne veulent plus tellement prescrire les benzodiazépines et d'un coup, on prescrit l'Lyrica. Bon, bah, l'Lyrica, c'était vu comme une molécule sécure et puis d'un coup, on a plus de prescriptions hors AMM. Parfaitement légal, attention. Les médecins ont le droit de prescrire hors AMM. Mais en revanche, ça crée de nouvelles tendances. On a eu le décès d'une jeune fille de 16 ans avec de la codéine parce que des rappeurs ont trouvé bon de promouvoir le purple drunk. Et puis, il y a eu des défonces chez des adolescents à la codéine qui provoquaient effectivement une dépression respiratoire. Je vous rappelle que la codéine, c'est de la morphine, hein, globalement. Elle se transforme dans le corps, c'est une prodrogue. Donc, on meurt d'une dépression respiratoire quand on est surdosé. Et ben, la maman a fait tout un tapage à juste titre, mais le problème, c'est qu'elle a été mise sur ordonnance alors qu'avant, elle pouvait être accessible en vente libre. Résultat des courses, on a diabolisé la codéine et du coup, changement de prescription, tramadol. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Certainement pas, parce que tramadol, vous rajoutez le fait que c'est hypoglycémiant, que c'est un syndrome sérotoninergique et que là, les convulsions, vous les avez en surdosage et pas en sevrage. Donc, ce ne sont pas des bonnes nouvelles forcément, mais ça évolue en permanence et la question, c'est comment est-ce qu'on continue la vigilance pour justement assurer la protection, le soin, mais surtout... Et ces changements de réglementation, ils arrivent brutalement. Les soignants en sont avertis par les conséquences qu'ils constatent dans leur consultation, à savoir en plein milieu de l'été 2016-2017, Ah oui, l'arrivée pendant les vacances. pendant l'été, Les médecins n'étaient plus l'arrivée là. dans nos consultations de jeunes gens qui s'amusaient avec les codéines et qui étaient en manque absolu d'opiacés et pour lesquels il a fallu inventer de prescrire de la codéine pour les accompagner, alors que la mode était à réduire les prescriptions de codéine, etc. Donc, on est quand même un univers où les différentes échelles, des différents échelons d'intervention sont absolument pas prises en compte et des décisions réglementaires ne mesurent pas l'impact que ça peut avoir sur nos pauvres consultations tout à coup débordées. Et peut-être que, est-ce que je dis une grosse bêtise si je dis il y a la réglementation, on comprend bien que la réglementation a un impact sur les usages, mais que les usages sont aussi dirigés par les effets que recherchent les personnes qui consomment. Donc peut-être que sur les profils de jeunes dont on a parlé depuis ce matin, quels sont, ça a déjà été un peu dit par Emmanuel, mais quels sont peut-être les effets que recherchent les jeunes par ces consommations, sachant que ça a été dit, ils trouvent les produits dans la rue, mais c'est bien ça qui nous intéresse aussi. Quels effets recherchés, quelles caractéristiques des produits et quel impact sur l'accompagnement.
Alors, pour parler du Lyrica, il est antalgique pour les douleurs neuropathiques, il est anti-épileptique, mais ça les intéresse moins directement, et il soigne les états anxieux généralisés. Et évidemment, ces jeunes recherchent d'abord les effets apaisants sur leur traumatisme, sur leur syndrome post-traumatique de ces médicaments, qu'ils ont souvent connus effectivement déjà dans leur pays, connus, pas forcément consommés, mais qui sont plus largement, qui étaient plus largement prescrits qu'ici. Donc, c'est des médicaments qu'ils connaissent entre eux. Ils ont une culture de ces médicaments-là, donc Rivotril, Lyrica, Prégabalin, Tramadol, auxquels s'ajoutent des drogues illicites comme le cannabis. Voilà, c'est un peu le quartet vainqueur de leur consommation. Donc, ils ont une culture de ces médicaments-là. Ils y sont accrochés comme oui, la moule sur son rocher. Et on a beaucoup de mal à leur faire admettre que ces médicaments-là qu'ils prennent sans avis médical ne sont pas forcément les meilleurs médicaments par rapport aux pathologies existantes dont ils souffrent. Donc, changer de molécule, arriver à mettre un traitement plus adapté, à ajouter une dimension psychothérapeutique qui n'est pas du tout dans leur culture. Bon, c'est un challenge qui prend mais des mois, des années et qui passe par d'abord établir un lien de confiance. Mais là, on y viendra après. Juste sur ce point, donc évidemment, je partage tout ce qui vient d'être dit. Je voulais simplement euh, donner un peu de recul par rapport à ce qu'on a pu entendre précédemment. Donc le fait qu'effectivement, on a des tendances d'usage, on a des substances qui sont utilisées pour telle et telle raison. De façon plus générale, je dézoome involontairement, vous comprendrez pourquoi. On consomme, il y a 1000 raisons de consommer un médicament ou même de le détourner. Il y a autant de raisons que de personnes et autant de raisons que de situations. Faut vraiment toujours se garder d'essentialiser les cas. Je vous mentirai, je ne sais pas si la vice-procureure est toujours là. J'ai été médusée tout à l'heure par un moment, mais je pense que j'ai du mal comprendre, ou je l'espère, quand j'ai pu entendre, par exemple, que si on a des antécédents de toxicomanie, peu importe la substance qu'on a pu consommer, quelque part, on était d'accord pour consommer. Enfin, j'ai eu un moment où, comme ça, je me suis dit, c'était aussi brutal que de dire si on a violé quelqu'un, est-ce que finalement il était défleuré avant ou pas? L'inversion du programme a du bon. Comment? L'inversion du programme a du bon, comme ça tu peux lui répondre. Voilà, alors je ne porte aucun jugement parce que je pense que vraiment c'est une méconnaissance de ce qu'est une addiction et les substances, mais je dis simplement vraiment de faire attention à ce type de propos. On peut consommer du cannabis pour se désinhiber, pour se faire du bien, parce qu'on a envie de chiller, parce qu'on se sent comment dire, proche d'une certaine identité, parce qu'on se sent hippie, parce que peu importe. Ce n'est pas pour autant que c'est un passe-droit pour qu'on puisse nous donner d'autres drogues pour d'autres motifs et pour commettre d'autres choses. Donc, autant de situations. Sachez que voilà, des personnes, vous le savez, hein, mais peuvent consommer des drogues ou des médicaments. Vous comprendrez que ici, quand je dis drogue et médicaments. Donc, ça peut être pour se soigner tout seul, ça s'appelle l'automédication. Ça peut être pour se substituer. On a beaucoup entendu parler depuis tout à l'heure des enfants qui essaient de se sevrer par eux-mêmes, qui n'ont pas forcément envie qu'on les aide. Ils n'ont pas forcément raison, mais en tout cas, ils le font avec une bonne intention. On peut vouloir effectivement pour des raisons identitaires et des personnes c'est pour des raisons spirituelles. Donc c'est très large et surtout, et j'insiste là-dessus parce que c'est ça qui m'avait médusée tout à l'heure, les motivations d'usage évoluent en permanence. Je peux consommer au départ pour une raison et puis ne plus consommer pour la même raison. Et je consommais une substance pour une raison et une autre pour une autre. Et c'est très important de considérer à chaque fois la situation propre et individuelle et de l'encadrer et de ne pas se baser sur des antécédents de consommation pour faire le procès d'un jeune. Alors, je voulais quand même le dire. Il fallait poser la question. Oui, on s'intéresse beaucoup trop aux risques, mais c'est important, des consommations et beaucoup moins aux bonnes raisons que les gens ont de consommer. Donc, autothérapie, se sentir enfin un peu bien dans la vie, socialiser,
Ça, c'est les raisons pour lesquelles ces jeunes peuvent consommer. Ces jeunes, c'est moins jeunes, c'est vieux, tout ce que vous voulez, l'alcool chez les personnes retraitées. Enfin, ça marche partout, hein. Les addictions, ce schéma vaut pour tous les publics et pour toutes les substances. Et puis, nous, on est complètement axé sur les risques de dépendance, sur les risques de toxicité, sur les risques de défonce et donc de perte de contrôle de soi. Mais il faut considérer vraiment, et surtout quand on rentre en contact avec ces jeunes, il faut essayer d'aborder les raisons positives pour eux de consommer ces drogues et puis pouvoir en parler ouvertement, dénouer la parole, faire sortir de l'omerta les consommations, faire qu'ils ne cachent pas les choses, mais qu'on puisse au contraire travailler avec. Voilà, il y a toute une approche. Et finalement, je me fais le porte-parole de ce qu'on peut se dire avec Emmanuel aussi en off. C'est qu'il y a aussi une humilité quelque part à avoir. Plusieurs fois, j'entends les médecins eux-mêmes, je ne suis pas moi-même médecin, donc je ne me permettrai pas de le dire, mais j'entends les médecins eux-mêmes me dire, mais je comprends qu'ils prennent telle et telle substance. Maintenant, l'idée, c'est comment faire en sorte que ça soit encadré, mieux accompagné, qu'ils n'en tirent que les bénéfices et qu'on réduise au maximum le risque. Donc, aussi, quand une personne consomme une substance, on le voit avec beaucoup de personnes qui ont des troubles psychiatriques et j'en passe, il y a une automédication naturelle qui se met en place. On est automédecin, autopharmacien naturellement. Ce n'est pas forcément de la délinquance, de la déviance, comme je peux en entendre en permanence, mais par contre, oui, de façon sauvage, une automédication qui n'est pas encadrée, qui n'est pas accompagnée, peut être dangereuse. Et donc, effectivement, il y a une posture à adopter pour pouvoir être à l'écoute de ces usages, à l'écoute de ces détournements de médicaments, parce qu'on parle de détournement là pour parler des jeunes, mais le détournement des médicaments, c'est tout le monde. On n'a aucune leçon à donner aux mineurs au sens premier du terme. Détourner le Lexomil de PAMI qu'on n'avait pas le droit de prendre, on le fait dans l'armoire à pharmacie et j'en passe. Encore une fois, je fais exprès de dézoomer simplement pour dire qu'il faut aborder la question avec beaucoup plus de sérénité et d'être en mesure d'avoir aussi une posture d'humilité vis-à-vis de ça. Ça ne veut pas dire légitimer, ça ne veut pas dire être la main avec le trafic, on fait un bras de fer au trafic, on est anti-traite des êtres humains, il n'en est pas question, mais d'avoir une posture aussi d'humilité face à des parcours que les professionnels objectives et pour lesquels il y a peut-être des choses, on peut les accompagner mieux que ça, mais d'être à l'écoute de leur vécu que eux seuls connaissent et maîtrisent. On parlera ensuite après de l'approche pour inciter les patients et les jeunes à entrer dans un parcours de soins. Juste au-delà de voilà, de ces motivations pour les consommations qui sont importantes à comprendre, il y a aussi peut-être un impact sur les conditions de vie des personnes que vous suivez. Est-ce qu'il y a quelque chose à dire parce que ces consommations aussi placent ces personnes sur voilà, on l'a dit tout à l'heure au début, les jeunes volent consomment pour pouvoir voler, puis après vont voler pour pouvoir consommer. Qu'est-ce que vous observez? Qu'est-ce que de votre place vous pouvez en dire? Ça a été dit tout à l'heure à propos de l'étude trajectoire sur Fleury que le constat des équipes éducatives était que les consommations faisaient obstacle à l'insertion à l'éducation et au travail éducatif, psychoéducatif qui pouvait être mené. Ça, c'est toujours vrai, des consommations débridées. Et c'est pour ça qu'on essaye de les brider ou de les accompagner plus que de les brider parce que ça fait vraiment obstacle à une régulation du rapport au monde qui est, vous le savez, très, très désordonné chez ces jeunes. Alors, mineurs qui vont devenir bientôt majeurs, qui sont déjà peut-être majeurs. Voilà. Donc, il n'y a pas que les mineurs qui doivent nous émouvoir, hein. Les jeunes majeurs. Et puis pour le détournement des médicaments, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que ce n'est pas ces jeunes migrants seulement, c'est que d'abord, il y a des vieux migrants qui viennent d'autres régions du monde, hein, les consommateurs d'opiacés d'Europe de l'Est consomment aussi beaucoup de lyrica avec pas mal de dangers parce que ça potentialise les opiacés et que dans nos structures, la demande de l'IRICA, pas que autour des jeunes migrants du Maghreb, est en train d'augmenter et qu'on a intérêt à réfléchir à comment on fait avec ça. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on respecte totalement
une réglementation très restrictive? Est-ce qu'on essaye d'en sortir? Ben, c'est ce qu'on est en train d'essayer de réfléchir. Voilà. Mais c'est intéressant parce qu'il y a une vraie. Enfin, je pense que vous allez le dire, Emmanuel Perret l'a dit aussi, quand on parle de quels sont vos leviers, comment on accompagne ces personnes-là dans une dimension de soins, cette relation de confiance, elle est importante justement pour identifier les polyconsommations et les associations qui peuvent être potentiellement dangereuses. Je retiens l'intervention que tu avais fait chez nous. L'association Lyrica opioïde et peut être mortelle, c'est ce que tu nous as, c'est ce que tu Levé nous avais. d'inhibition, pardon, pas d'inhibition, levé de tolérance pour les opiacés avec un risque majoré d'overdose. En plus, ça va être des publics, je pense que c'est très vrai. Là, on segmente un peu, c'est ce qu'a dit Olivier Perrault aussi, mais dans la rue, les gens se parlent, les gens se croisent, les gens s'échangent les pratiques. Donc, créer cette relation de confiance, on le fait nous aussi en rue, vous le faites aussi dans vos consultations. Voilà, qu'est-ce que vous développez, quelles sont vos approches finalement pour initier ces parcours de soins et permettre aux personnes à ces jeunes de les accompagner, de les accompagner dans leur parcours d'errance, comme on le fait en fait, de prendre en considération ce qui est leur parcours de vie. Alors, juste avant de Vas-y. donner la parole à Catherine, parce que moi, je n'accompagne pas les jeunes directement, ça c'est Catherine qui va pouvoir y répondre. Je voulais juste rebondir sur ce qu'avait amorcé Catherine sur la partie réglementaire. La réglementation, je ne la jette pas à l'eau, hein, elle est nécessaire, elle est indispensable pour plein de raisons de sécurisation. C'est des moyens aussi pédagogiques d'informer sur des risques. Là, je parle en population générale, voilà, en situation normale, dite normale. En revanche, la difficulté, c'est que la réglementation, elle a été pensée et ça peut se comprendre dans un premier temps pour éviter le risque de détournement, éviter le risque de survenue d'une pharmacodépendance. Et donc, par exemple, si le tramadol rendait dépendant, eh ben, on va essayer de réduire à 3 mois la délivrance pour permettre d'avoir un suivi plus rapproché. Tout ça, c'est plutôt vertueux. On essaye de créer du lien avec le médecin, permettre des suivis plus rapprochés, plus étroits, qui évitent l'émergence d'un effet indésirable connu, identifié, qui ne doit pas être plus grave qu'un autre parce que c'est comme avoir l'urticaire, avoir une diarrhée, on a une pharmacodépendance, c'est un effet indésirable parmi une panacée d'autres. Donc ça, c'est très important. La difficulté en pharmacodépendance, c'est que quand elle est déclarée, c'est là que la réglementation, bah, elle n'est pas adaptée. C'est-à-dire que par définition, en 3 mots, une pharmacodépendance, globalement, vous allez augmenter les doses pour avoir le même effet, hein, pas pour vous défoncer plus, juste pour avoir votre bonne dose. Donc, vous allez augmenter, 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 augmenter jusqu'à dépasser les doses autorisées. Donc, premier obstacle réglementaire, et ben, comment est-ce qu'on va prescrire à des personnes qui ont dépassé les doses réglementaires? Vous allez le consommer pour d'autres raisons qui ne sont pas forcément l'indication du médicament. Et donc, pareil, on se heurte de nouveau à du hors autorisation mise sur le marché. Bah, cette personne-là prend de la prégabaline, pour parler de la prégabaline, mais pour d'autres raisons, pour du stress post-trauma, pour tout ce qu'on a évoqué tout à l'heure et qui ne rentre pas dans l'indication du médicament. On a le craving, ce qu'on appelle l'envie impérieuse de consommer la substance, et en même temps, on essaye d'arrêter, on n'arrive pas à arrêter, et on a de plus en plus de difficultés à obtenir le produit, on est obnubilé. Donc, si vous voulez, la transgression, c'est presque un symptôme. Je ne disculpe pas quand je dis ça, mais c'est réel. Je cherche le produit, je vais m'en procurer. Donc, il suffit de voir dans cette salle, je pense que parmi vous, il y a peut-être des fumeurs, tout ce que vous êtes capable de faire pour aller récupérer un paquet de clopes quand tous les bars tabac ont fermé pour aller récupérer cette cigarette et puis faire le tour en soirée pour dire est-ce que quelqu'un a une clope? J'ai pas mon feu, c'est une catastrophe. Donc, c'est des comportements de recherche qui vont avoir lieu aussi et qui vont passer par l'ordonnance frauduleuse, par le nomadisme médical, etc. Et donc, la difficulté, c'est qu'après, il faut que la réglementation, elle fait tout, bien sûr, pour sécuriser, mais qu'une fois que la dépendance est déclarée, comment accompagner, parce qu'on ne peut pas faire semblant d'être surpris qu'un médicament génère une pharmacodépendance. Et la pharmacodépendance répond à des critères. Et donc, il faut que du coup, quand cette pharmacodépendance est déclarée, on soit à même d'accompagner les gens. Voilà, je voulais juste le dire sur le plan réglementaire. Mais sur l'accompagnement, c'est toi. Je vais vite parler de l'accompagnement. Emmanuel a dit beaucoup de choses que on partage complètement, que je partage complètement. La souplesse, la période d'établissement du lien, le fait de supporter que ces jeunes soient inconstants dans leurs rendez-vous, qu'ils disparaissent, qu'ils reviennent, qu'ils soient représentés par les travailleurs sociaux que vous êtes éventuellement sur certaines consultations. Ça, c'est l'adaptation nécessaire si on veut espérer suivre ces jeunes ou moins jeunes, les amener vers des thérapies
une diminution de leur intoxication quand il y en a, une meilleure thérapeutique pour eux-mêmes. Mais ça veut dire vraiment adapter nos cadres d'accueil à la capacité des publics à s'y soumettre. Si on fait des consultations sur rendez-vous rigides et ils ne viennent pas 3 fois, ils sont virés, c'est pas la peine de commencer. Donc, j'ai beaucoup aimé dans ce qu'a dit Emmanuel aussi, le respect de l'environnement avec lequel ces jeunes ont réussi à tisser un lien. L'histoire du bébé canard m'a beaucoup plu. Et voilà, parce qu'on voit ça dans la pratique, ils sont accrochés à leur travailleur social, le premier qu'il a rencontré, qui a montré de la bienveillance, qui est quelqu'un qui a pu instaurer un lien de confiance. Donc, ce travailleur social, il est plus légitime à rentrer dans ma consultation qu'une maman abusive d'un milieu beaucoup plus euh, habituel, on va dire. Voilà. Donc, moi, vous êtes toujours les bienvenus dans ma consultation parce que je considère que c'est les travailleurs sociaux qui aident à réguler les prises de médicaments, qui me permettent d'inventer les modes de distribution, parce que bien sûr, on ne fait pas une ordonnance d'un mois qu'on dit aux jeunes, débrouille-toi avec ça. On dit comment on fait, à quelle heure tu les prends, tu prends 4 d'un coup, bon très bien, tu prends 4 d'un coup, donc ils te sont délivrés 4 d'un coup et pas avec un infirmier qui demande que ça fonde sous la langue. On respecte au minimum leurs habitudes tout en les modifiant petit à petit avec beaucoup de précautions si on veut que ça dure. Donc, inclusion des référents habituels, qui n'est pas la pratique générale même en XAPA, où on dit la consultation médicale, c'est une espèce de temple secret, professionnel, machin. Non, autour de ces jeunes, on ne peut pas fonctionner comme ça. On a mis en place sur Charonne, pour pouvoir accueillir tes jeunes, un petit programme qui s'appelle Sawiyan. La psychologue arabophone qui travaille avec moi est au dernier rang là-haut et puis sûrement interviendra cet après-midi. On a un mal de chien à faire financer cette consultation parce que des intervenants arabophones, il y en a dans toutes les structures, savez-vous. C'était la réponse qu'on m'a fait il n'y a pas longtemps. Et donc, c'est vraiment pas la peine d'avoir une psychologue qui parle dans la langue des jeunes, puisqu'il y a des arabophones partout ici. C'est vrai qu'il y a des arabophones partout. D'abord, pas forcément de langue maternelle, enfin, des fois de deuxième génération, troisième génération. Vis-à-vis de ces jeunes, on sent bien que c'est pas fluide pareil. En plus, ils sont pas tous psychologues, les personnes arabophones. Donc, et ils ne le sont pas vraiment, oui. Ouais. Donc, si, il est justifié de travailler avec quelqu'un, une collaboratrice qui va maîtriser la communication habituelle et qui fait un fil rouge ou qui participe à faire fil rouge auprès de ces jeunes qui ont vraiment besoin d'une permanence du lien, enfin qu'on tente une permanence du lien. Voilà, donc c'était pour vendre mon petit programme qui n'a pas été très vendu auprès des pouvoirs publics. Après, la deuxième adaptation, c'est que la communauté des centres de soins et des services d'addicto accueille ces jeunes ou ces moins jeunes avec enfin la même ou leur propre adaptation à ce public. Or, en ce moment, moi, ma consultation déborde, je n'arrive plus à faire face, j'ai des délais à 1 mois et demi, c'est pas raisonnable, je n'aime pas travailler comme ça, mais donc on essaye de aussi porter, et avec Leïla, on est très actif là-dessus, faire plaidoyer auprès de nos collègues pour que les autres structures en viennent à prescrire un médicament qu'on ne doit pas prescrire aux mineurs à des doses qu'on ne doit pas prescrire. Voilà. Indication dans laquelle on ne peut pas Dans les prescrire. indications foireuses. Hors clou. Complètement hors des clous. Mais on essaye de faire que nos collègues se sensibilisent et
nous rejoignent. Et donc, pour ça, on a un groupe de travail qui fonctionne depuis 2 ans maintenant, qui a été très productif, en particulier sur soutenir des initiatives de recherche. Et là, je te passe la parole. Ouais, alors, il n'y a pas que les éducateurs qui sont hors cadre, Akima, tu vois, il y a aussi parfois les médecins. Je suis désolé, il nous reste vraiment qu'une petite minute parce qu'il y a une problématique de déjeuner, de pause. Je sais que Léa t'intervient cet après-midi. Les ateliers vous permettront de vous exprimer, mais peut-être une minute chacune pour conclure. Je sais que je suis sûr que ça vous intéresse parce que je vois aussi les messages qui arrivent de la visio, donc merci beaucoup déjà. Mais une petite minute pour conclure chacune. Oui, alors moi très rapidement, on fait les choses hors clou, le hors AMM est légal, hein, donc il n'y a rien d'illégal dans ce qui est fait. En revanche, ce que veut dire surtout Catherine, c'est qu'on essaye de faire les choses de façon coordonnée. Je vous en parlerai plus en détail cet après-midi, puisque j'ai qu'une minute, donc je vais teaser pour cet après-midi. Venez me voir en atelier, on va pouvoir échanger plus amplement justement de tout ça, l'émergence du signal et comment est-ce qu'on peut agir ensemble, mais en faisant un cadre de prescription compassionnelle. Donc vous voyez bien qu'on n'est pas en train de faire ça en freestyle. Le but, c'est vraiment de définir un cadre avec les autorités également, puisque nous avons déjà pris rendez-vous avec l'Agence du médicament, nous avons pris rendez-vous avec les ARS et les inspecteurs pour essayer de trouver au maximum un cadre qui réponde à des besoins, parce que le besoin est légitime. La réduction des risques, on l'attend sur l'approvisionnement dans le trafic. La réduction des risques, on l'attend sur les risques intrinsèques des substances elles-mêmes, sur les consommations associées. La réduction des risques, on la prend aussi en compte dans les risques tératogènes pour la grossesse chez les femmes. Donc, tout est là pour réduire les risques, pas du tout pour fournir des bonbons aux enfants qui les défoncent. Ça serait assez réducteur de le penser. Et on fait ça avec les autorités, pas à pas, mais il faut les convaincre. Et plus on sera nombreux, plus on pourra les convaincre. On est déjà suffisamment armés, mais on l'a dit tout à l'heure, et puis d'autres, pour protéger les enfants, en l'occurrence, il faut une armée d'adultes, pas juste 3 adultes. Catherine. Il faut un village pour élever les enfants, dit-on, je pense, en Afrique subsaharienne, mais je pense qu'on est le village là. C'est une très belle conclusion.